la question de l'heure avec Cyril Arnoux. Bonjour, le débat agite l'Espagne et fait trembler l'Europe. Faut-il en finir avec le modèle des régions autonomes ou bien le faire évoluer? Une chose est sûre, avec la crise économique et sociale, les Espagnols sont conscients qu'une remise en cause de leur modèle institutionnel est nécessaire. Mais au-delà du constat, rien ne va plus entre indépendantistes, fédéralistes, centralistes, difficile de s'entendre. Du coup, les tensions montent et c'est bien sûr la Catalogne qui les cristallise. D'où notre question, le modèle autonomique espagnol a-t-il vécu? Quel avenir institutionnel pour le pays et ses 17 régions? Pour en parler avec nous, Jean-Jacques Kourlianski, spécialiste de l'Espagne et chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques à Paris. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Paco Soto, journaliste, directeur de publication du Correo Diplomático, journal online hispanophone. Bonjour. Bonjour. Alors messieurs, première question, est-ce que l'Espagne est bel et bien, selon vous, aujourd'hui un tournant de son histoire? Jean-Jacques Kourlianski. Un tournant, c'est un bien grand mot, il en a eu beaucoup. Je crois qu'il faut avoir ça en mémoire. Chaque État européen a une histoire nationale particulière. Celle de l'Espagne, en quoi est-elle particulière? L'Espagne, en dépit du fait qu'on considère que c'est un des plus vieux pays du continent européen, est peut-être celui qui a eu le plus de mal à construire son identité nationale. Et l'État des Espagnols actuels, des autonomies, s'est construit à la fin d'une dictature. C'est le fruit d'une négociation entre des générations, des fils ou des petits-fils de gens qui s'étaient fait la guerre, c'est une guerre civile. Donc il y a eu un compromis peut-être mal fichu, avec des régions qui ont plus de pouvoir que d'autres, des régions qui se sont retrouvées avec des capacités de décision et des capacités financières qu'elles n'avaient pas demandées. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en mémoire, qu'on ne retrouve pas en Italie, qu'on ne retrouve pas en France, qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays. C'est très particulier à l'Espagne. Et cet élément-là, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette génération qui a construit l'État des autonomies, en raison de cette histoire particulière, cette génération-là, elle s'épuise, elle est finie. La nouvelle génération, pour des raisons physiques et naturelles, la nouvelle génération des électeurs espagnols, donc qui est née dans ce contexte-là, n'a plus le même passé, n'a plus le même dénominateur commun dans la tête, et donc pour elle, l'état des autonomies, c'est un héritage qui n'est pas aussi intouchable que pour les parents ou les grands-parents. On va revenir sur tout l'aspect historique, mais à vous entendre et à bien vous comprendre, finalement, plus qu'un tournant, on tourne la page. Vous êtes d'accord avec cette notion, Paco Soto? Oui, moi je pense effectivement qu'on tourne la page. Comme on vient de dire, l'état des autonomies actuelles, c'est la conséquence d'une situation historique bien particulière, bien concrète. C'était la mort de Franco en 1975, le 20 novembre. C'était une situation qui était très différente de la situation actuelle. L'Espagne n'était pas au sein de l'Union européenne, elle avait vécu une dictature de près de 40 ans. Il y avait encore des générations qui avaient connu la guerre civile ou les conséquences de l'après-guerre civile, qui ont été aussi dures ou plus dures encore que la propre guerre civile. Enfin, un contexte historique, social et politique très différent. Près de 40 ans après, je pense qu'effectivement, on est en droit de se poser la question si l'état des autonomies, ou cet état des autonomies, doit évoluer ou ne doit pas évoluer. Personnellement, je pense qu'il faut développer un débat au sujet de cette évolution. Je pense que l'état des autonomies est un instrument politique qui a eu du bon, qui a eu aussi peut-être du mauvais, mais qui a eu du bon durant plus de 35 ans. Mais il est peut-être temps de voir ce qui ne fonctionne pas, tout simplement pour le réformer, pour l'améliorer. Parce que l'améliorer, ça veut dire améliorer la vie de 47 millions d'Espagnols. Alors on va reparler de tout ça. En attendant, si l'Espagne est en train de tourner une page de son histoire, il nous faut bien sûr revenir en arrière pour mieux la comprendre, cette histoire, resituer la Constitution, l'esprit dans lequel elle a été adoptée en 1978 et l'inscrire donc aussi dans la marche du pays au cours des dernières décennies. Ce que nous avons demandé en résumé, bien sûr, à notre correspondant à Madrid, Pierre Quérol. Lors de la création des 17 communautés autonomes en 1978, le législateur avait un double but. D'abord, en finir, bien sûr, avec la centralisation franquiste synonyme de totalitarisme, et puis favoriser le ralliement sous tutelle de Madrid des nationalismes catalans ou basques. 35 ans plus tard, ce calcul s'avère décevant, même si l'Espagne demeure l'un des pays d'Europe les plus décentralisés.
Les tendances régionalistes voire indépendantistes n'ont pas disparu, loin s'en faut. Il suffit de voir ce qui se passe en Catalogne, au Pays Basque ou dans d'autres régions comme l'Extrémadure. Quant au plan économique, la droite, au pouvoir à Madrid, mais aussi dans 11 des 17 régions, la droite a du mal à imposer ses décisions. Les communautés autonomes, en charge notamment de l'enseignement et de la santé, ont dépensé sans compter. Elles sont responsables des 2/3 du dérapage budgétaire espagnol. Elles accumulent une dette de 145 milliards d'euros. Alors pour éviter la catastrophe, Madrid a créé un fonds de liquidité régionale de 18 milliards d'euros. 9 des 17 communautés ont déjà fait appel à ce fonds, dont la très fière Catalogne ou encore Valence. Valence, à titre d'exemple, avec 21 milliards de dettes, cristallise la faillite des régions avec son lot de corruption et de clientélisme. Aujourd'hui, crise oblige, Madrid est obligé de désigner les coupables principaux, ses administrations régionales, jusqu'à présent intouchables au nom de la sacro-sainte démocratie locale. Selon un sondage, 81% des Espagnols estiment que les communautés autonomes sont allées trop loin, qu'il convient de réorganiser leur fonctionnement et leur domaine de compétences. Mariano Rajoy dit s'y atteler, une tâche difficile pour lui, car il doit s'attaquer à beaucoup de potentats, à ses alliés, ses barons régionaux qui l'ont porté au pouvoir. Madrid, Pierre Quérol, Média. Alors Pierre Quérol le disait à l'instant, 80% des Espagnols sont d'accord pour réformer le système des régions autonomes, un chiffre écrasant qui souligne une vraie attente finalement de réforme dans l'opinion. Et pourtant, le modèle autonomique a longtemps été présenté comme un modèle exemplaire. Il faudrait rappeler, vous l'avez un petit peu fait Jean-Jacques Kourlianski, mais il faudrait rappeler sur quoi véritablement il s'est construit à la mort de Franco. Alors une petite parenthèse pour un petit commentaire sur ce qu'on vient d'entendre. Alors c'est vrai que les régions espagnoles, enfin les communautés autonomes comme on les appelle dans le jargon constitutionnel espagnol, sont très endettées. Mais c'est aussi le cas de l'État central. Je veux dire, donc il y a une co-responsabilité. La responsabilité de la situation actuelle de l'Espagne est collective. Il ne faut pas oublier que l'origine de la crise, ce qu'on appelle la crise del ladrillo, la crise de la construction, et c'est un modèle économique qui est parti de la fin des années 90 et qui s'est poursuivi jusqu'en 2008, sans que, quelles que soient les majorités au pouvoir, le gouvernement y ait touché, parce qu'effectivement, c'est la construction, le bâtiment, ça fait des emplois, ça fait des revenus, il y a de la spéculation, d'accord, mais tant que le modèle fonctionnait, les autorités espagnoles pouvaient se présenter comme le bon élève de l'Europe. Donc la responsabilité, je dirais, elle n'est pas uniquement celle des régions, elle est collective, elle est aussi celle des autorités. On va en reparler. Alors, le modèle, effectivement, le modèle institutionnel espagnol, c'est le fruit d'une histoire des va-et-vient, la difficulté de l'Espagne à construire un modèle national, un État-nation. Il y a eu un croisement que l'Espagne n'a jamais réussi à surmonter. Les régions qui ont fait la révolution industrielle étaient des régions périphériques. Donc d'un côté Méditerranée, c'était la Catalogne, du côté Atlantique, c'était le Pays Basque, alors que l'autorité politique et administrative se trouvait en Castille, dans le centre du pays. Donc cette articulation dans ce triangle n'a jamais vraiment fonctionné. Le pouvoir central a toujours été considéré comme un pouvoir spoliateur qui pompait l'argent, disons, de l'Espagne utile, entre guillemets. Et donc il y a eu pendant à partir du milieu du XIXe siècle, les guerres carlistes qui avaient déjà cette dimension de périphérie Madrid, puis ensuite la revendication catalane qui s'est matérialisée pendant la République espagnole, le retour en arrière avec Franco, avec la centralisation à outrance. Donc le résultat, pour prendre un exemple élémentaire, l'Espagne est l'un des rares pays européens à ne pas avoir un hymne national stabilisé. Donc il y a un hymne national qui n'a pas de parole. Donc il y a eu un concours, je crois, qui avait été lancé par le comité olympique espagnol en 2008, il me semble. Le vainqueur avait fait des paroles d'un style un peu pompier qui ont été rejetées par la totalité des Espagnols. Donc le gouvernement espagnol est revenu en arrière. Il y a donc un hymne sans parole. En revanche, dans ces deux régions qui étaient les poumons économiques de l'Espagne, ces deux régions ont des signes identitaires très articulés.
il y a un hymne catalan, une fête nationale catalane, comme vous avez également une fête nationale basque, un hymne basque, des drapeaux, donc qui sont construits sur le modèle de ce qu'on trouve en Angleterre ou en France, etc. Mais on ne le trouve pas donc à Madrid. Donc il a fallu, au moment de la mort de Franco, essayer de trouver un compromis qui a été très difficile à construire parce qu'il y avait les héritiers du franquisme qui étaient très centralistes, avec ce qu'on appelait à l'époque les pouvoirs de fait, donc qui faisaient notamment l'armée, l'église, le patronat, donc qui faisaient pression pour qu'il n'y ait pas trop d'ouverture en matière institutionnelle, et d'autre part, les partis de gauche alliés aux partis nationalistes qui voulaient une démocratisation pour l'ensemble, voulaient tous une démocratisation, et donc il y a eu des concessions aux partis nationalistes. On leur a concédé, notamment au Pays Basque, en Catalogne et en Galice, des statuts particuliers. Et un des premiers ministres espagnols, président du gouvernement espagnol de l'époque, Adolfo Suárez, pour faire passer la potion amère au pouvoir de fait, à dire on va donner le café à tout le monde. Donc Ségovie aura son statut d'autonomie, alors que Ségovie ne voulait pas de statut d'autonomie. Donc on s'est trouvé face à une espèce de monstre institutionnel. C'est pour ça que quand vous parliez de modèle espagnol, je dirais attention, la construction de l'Espagne des autonomies s'est faite dans un contexte historique très particulier qui est propre à l'Espagne. Alors c'est bien de le rappeler, mais il faut quand même aussi souligner qu'on a pendant des années, voire des décennies, parlé de ce fameux modèle des régions autonomes, exemple pour la reconnaissance des peuples et des différences identitaires au sein d'un seul et même État, Paco Soto. Oui, de toute façon, lorsqu'on parle de l'Espagne, il faut comprendre que l'Espagne, c'est pas la France. Je veux dire, c'est une réalité. C'est une réalité plurielle, c'est une réalité avec différentes langues. On ne parle pas une seule langue en Espagne. On en parle au moins 4, l'espagnol ou le castillan, le basque, le galicien et le catalan avec ses différentes variantes dans la communauté valencienne qui est la mienne et dans les îles Baléares. Même si beaucoup de Valenciens ne veulent pas dire qu'ils parlent catalan. Bon, ça c'est un autre sujet. Donc je pense que ça a été à ce niveau-là, bien sûr, il est vrai que tout élément politique doit s'analyser, ou tout instrument politique comme l'État des autonomies doit s'analyser dans son contexte historique. Et comme j'ai dit au début, la situation politique actuelle et sociale est très différente à celle d'il y a 35-40 ans. Donc on ne peut pas analyser l'État des autonomies espagnoles en 2013 comme on pouvait l'analyser en 1982-83. Mais de toute façon, je pense que même si en ce moment en Espagne, il y a beaucoup de gens qui questionnent, et avec raison, je pense qu'ils critiquent et ils questionnent les excès et les erreurs qui sont commis dans le développement de cet État des autonomies, mais je pense qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de vouloir revenir en arrière. D'abord parce que vouloir revenir en arrière, c'est très difficile, pour ne pas dire impossible, et deuxièmement parce que ça serait peu productif. Je veux dire, on a une réalité qui est ce qu'elle est, ça peut plaire ou ça peut ne pas plaire, mais l'Espagne est ce qu'elle est, l'Espagne n'est pas une réalité homogène. Je pense qu'il n'y a aucune société homogène, mais l'Espagne encore moins, pour toute une série de raisons historiques. Et donc, comme ce n'est pas une réalité homogène, il y a, comme j'ai dit, différentes cultures, différentes langues, différentes réalités sociales. Je voudrais aussi tout de même, peut-être que ça sort un petit peu du débat, mais je voudrais aussi que, justement, pour expliquer cette pluralité espagnole, l'Espagne est un pays de 47 millions d'habitants avec 6 millions d'étrangers, pratiquement 6 millions d'étrangers. Ce qui veut dire que c'est un des pays qui a le plus d'étrangers de toute l'Union européenne. Je crois que c'est le deuxième pays après l'Allemagne. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Que lorsqu'on parle de l'Espagne actuelle, on parle d'un pays complètement différent à l'Espagne de 75, 76 ou 81. Deuxièmement, je pense aussi que l'État des autonomies a tout de même eu des éléments positifs dans le domaine social, dans le domaine culturel et aussi dans le domaine économique. Il ne faut pas oublier qu'en 1975-76, les différences régionales en Espagne entre l'Espagne riche et l'Espagne pauvre étaient considérables. C'est vrai qu'il y a encore de très grosses différences économiques. Je ne sais pas, un exemple, le PIB, le produit intérieur brut par habitant au Pays Basque, je crois qu'il est entre 2-3 fois plus élevé que le produit intérieur brut par habitant en Extrémadure ou en Andalousie. Mais malgré tout, on a réussi en Espagne à ne pas avoir cette cassure qui existe en Italie entre le nord et le sud. J'insiste, il y a des différences régionales importantes, mais on n'est pas arrivé à avoir deux pays économiquement parlant, un au nord et un au sud. Et je pense que ça a eu des côtés, c'est un des éléments importants de l'État des autonomies. Bien sûr, il y a aussi les aides européennes et d'autres éléments à en tenir en compte. Mais je pense que l'État des autonomies a tout de même joué un rôle important.
Mais il faut aussi reconnaître effectivement les erreurs, les excès, la corruption, spécialement dans certaines régions comme la mienne, la communauté valencienne. On va y revenir. Et finalement, on en est à 2013, on a la crise qu'on a, c'est une crise économique bien sûr, comme dans le reste de l'Europe, mais c'est aussi une crise politique, c'est une crise institutionnelle, c'est une crise sociale. Essayons entre tous de réfléchir, de mon point de vue, à mon avis, de réfléchir sur ces problèmes pour trouver une solution rationnelle et raisonnable.